Alors, la grosse critique souvent que l'on fait à la blockchain, au Bitcoin, à l'Ethereum, c'est énormément d'énergie, de toi à moi, l'économie mondiale aussi, le Nasdaq, c'est aussi beaucoup d'énergie, mais faut-il encore en dépenser davantage? Et c'est pour ça qu'il y a Hic qui sort un petit peu du lot, parce qu'il mise sur une monnaie qui s'appelle le Tezos. Ça nous renvoie au début de notre discussion sur les questions du Proof of Work, Stake, capacité, etc. Le calcul, pour faire simple, se fait avec des solutions technologiques de blockchain beaucoup moins énergivores. Avec le Tezos, ça m'apparaît quand même comme une réponse aux critiques. Alors malheureusement, le Tezos, par rapport à l'Ethereum, il fluctue moins, il monte moins. C'est clair, mais c'est des futurs possibles. Complètement. C'est vrai que l'Ethereum, c'est 90% des transactions aujourd'hui. Maintenant, il y a toutes les blockchains alternatives qui sont en effet sous le protocole Proof of Stake, donc qui beaucoup moins énergivore. Donc il y a Tezos, mais il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle des secondes couches d'Ethereum comme Polygon. Il y a aussi maintenant Solana, il y a Wax, enfin il y en a plein. Mais Tezos, en effet, Iketnunk est vraiment sorti au niveau de l'art. Il y a pas mal d'artistes qui sont allés dessus en disant c'est là qu'il faut aller pour faire de l'art, on va dire, qui soit éco-friendly justement. Et donc ils sont arrivés avec cette plateforme qui est complètement spéciale, qui est très difficile d'accès. En fait, parce qu'on ne voit même pas le nom des artistes, on ne voit que des chaînes de caractères, il n'y a pas vraiment de moteur de recherche, c'est très très brut en fait, et je pense que c'est ce qui plaît un petit peu aussi dans ce site, il y a un côté un peu cryptique dans l'interface qui fait que c'est assez populaire. Et ils sont arrivés avec ce concept, donc plateforme éco-responsable, plateforme aussi d'art génératif, plateforme open source, qui appartient à sa communauté. Il n'y a même pas de société pour l'instant derrière Iketnunk. C'est un mec qui l'a sorti un peu de son chapeau et qui l'a mis à disposition. Il y a des codeurs qui rajoutent des choses dedans. C'est en open source. Et donc, on peut récupérer du Iketnunk, on peut rajouter. Il y a une API qui est complètement ouverte. Donc, ce côté ultra communautaire, il est dans l'air du temps et c'est géré, en fait, Iketnunk via justement un système décentralisé, une DAO, où ils votent les fonctionnalités, où ils ne votent pas. Par exemple, une petite anecdote, j'avais participé justement au hackathon Iketnunk. Il y a des gens qui sont arrivés avec une fonctionnalité en disant on veut faire un système d'enchères sur Iketnunk. La communauté a voté contre. Mais du coup, bon, ils ont dit OK, on ne la met pas sur Iketnunk. Par contre, on va récupérer ça pour créer un nouveau site qui s'appelle object.com où il y a justement que des enchères basées sur Tezos. Donc, ça veut dire que c'est complètement communautaire et c'est ce qui fait le succès. Et donc, en effet, je pense que c'est une blockchain à observer. Pour rester sur le côté écologique, je veux quand même dire un petit mot là-dessus. En effet, il y a ces nouvelles blockchains qui déjà ne consomment plus rien, donc le problème est partiellement réglé quand elles seront adaptées. Ethereum, lui, va passer aussi à Ethereum en Proof of Stake en 2.0 d'ici, pour être optimiste, 1 an, pour être plus pessimiste, je dirais 2-3 ans. Donc, on va là-dessus et du coup, je voudrais quand même dire quelque chose. Je pense qu'on fait un vrai faux procès aux NFT sur l'écologie. D'où est venu ce débat écologique? Il faut comprendre d'où est-ce qu'il est venu. Qui a levé le lièvre? Qui a dit c'est quelque chose qui quand même consomme de l'énergie? On se pose des questions, quel est ce comportement? C'est uniquement les plateformes et les acteurs du NFT. Il faut comprendre qu'on a la chance d'avoir les plus grands utopistes du monde dans cet univers, les plus grands esprits de la Silicon Valley ou d'autres pays qui sont justement peut-être les gens qui sont les plus sensibles à l'écologie qui travaillent dessus. C'est-à-dire que déjà entre le moment où le débat est sorti et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup moins de consommation qui est faite, même sur la blockchain Ethereum, même sur les plateformes, elles ont retravaillé leurs contrats pour pouvoir justement optimiser. Parce que c'est des gens qui se posent ces questions. On n'a pas envie dans le monde des NFT, quand on est en train de refaire le monde et d'inventer le monde de demain, d'être les plus gros pollueurs. Mais il faut comprendre une chose, on en parle beaucoup plus alors que ça représente quelques centièmes par rapport à Netflix, oui, par bien rapport sûr, à oui. YouTube. Oui. Et en effet… Mais c'est vrai que, moi, on en a parlé aussi avec Cédric Villani, qui est mathématicien. Pour lui, cette complexité qui est liée aussi à la sécurité, il y a quelque chose aussi un petit peu d'aberrant. Il n'y a pas que la communauté NFT. Mais je pense que ça, c'est des choses qui vont évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle alors que pour moi, c'est un problème qui est quasi résolu à 2 ans. Je voudrais bien que le problème automobile soit résolu aussi vite comme il va l'être pour les NFT. Et ce que je veux dire, c'est que les gens du NFT en parlent tous les jours. Ce n'est pas un cadre de chez Volkswagen qui va dire « Ah, on est dans l'industrie la plus polluante au monde ». Donc, il faut comprendre que… Oui, c'est intéressant que ces critiques viennent de l'intérieur. C'est un faux procès, en fait. C'est juste… Pour moi, c'est une sorte de batterie d'arguments anti-NFT. Enfin, j'en parle, j'ai fait plein de débats sur l'écologie dans les NFT. On se pose des questions tous les jours. Par contre, c'est vrai que quand quelqu'un arrive et me disant vous achetez des JPEG, ça vaut rien,
c'est en fait c'est moche et puis en fait c'est anti-écolo. C'est juste la batterie d'arguments que de certains critiques d'art que je nommerai pas, qui n'ont pas bien compris le phénomène et qui simplement veulent prendre une série d'arguments qu'ils n'ont pas bien compris pour les compiler. Je les connais aussi. Alors, je voudrais qu'on évoque, non pas les artistes, parce que tu l'as déjà fait, tu as noté ceux qui sont dans ton radar. Il y en a bien d'autres, hein, il y en a énormément. Moi, j'ai un autre radar avec d'autres noms. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces artistes qui sont dans ton environnement, on retrouve les grandes tendances. La série, hein, obsessionnelle, avec People, la 3D, il y en a énormément, hein, c'est une tendance de l'art sur Internet, avec Murat Pak, le graffiti avec Ferrovicios. Il y a le côté aussi un petit peu surréaliste, avec le côté Vaporware aussi, qui est extrêmement tendance. On pourrait évoquer aussi la réappropriation avec Trevor Jones qui, lui, puise dans l'histoire de l'art, mais Duchamp n'a-t-il pas aussi, ne s'est-il pas amusé déjà avec Vinci, la boucle, avec le GIF. Hein. D'ailleurs, des gens, je l'ai noté grâce à toi, je l'ai découvert, qui viennent de Jiffy comme Xcopy. Alors Jiffy, c'est ouais, je t'envoie un GIF en mode j'ai bien reçu ton fichier. C'est juste ça. Et puis finalement, en passant de Jiffy à une plateforme, je ne sais pas laquelle, il est dans une autre économie. Il y a beaucoup de gens qui sont entre art et illustration. J'ai noté Akatao, hein, jeune femme. Tu le dis, hein, il y a encore beaucoup, c'est assez masculin, mais je pense que c'est en train d'évoluer. Le graphisme aussi, parce que c'est un petit peu aussi le procès qu'on a fait parfois aux arts numériques déjà dans les années 90, hein, de flouter un petit peu entre art, illustration, graphisme, design, 3D, de toi à moi. Je trouve ça très bien qu'on enlève les frontières. Fait, on va encore plus loin que ça hein, aujourd'hui. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un point que je voulais dire. Là, aujourd'hui, c'est art, graphisme, illustration, jeux vidéo, oui, bien sûr. Game, et je vais dire même finance. En fait, tout est un peu mélangé maintenant. C'est vrai que ces artistes-là, à la fois, ils inventent un peu tout. Ils sont dans le jeu, ils ont créé leur propre… Par exemple, il y a un artiste dont je n'ai pas parlé d'ailleurs dans le bouquin, qui est génial, qui s'appelle Fuck Render, qui lui-même a créé son propre univers 3D dans lequel on peut visiter. Donc, son univers 3D, déjà, c'est un univers en 3D type jeu vidéo dans lequel on se balade, qui est déjà une œuvre à part entière, dans lequel on peut visiter ses propres œuvres et dans lequel on va pouvoir jouer, dans lequel on va pouvoir gagner des choses. En fait, les frontières sont en train de disparaître, avec en plus une logique de tokenomics. Donc ça, c'est le côté un peu économique qui se crée. C'est-à-dire que beaucoup de ces artistes ont tendance aussi à imaginer la rareté de leurs œuvres. Pak, c'est un peu un maître dans ce domaine, mais tous sont un peu là-dedans en disant « mes œuvres, tu peux, par exemple, s'il y a des séries un peu limitées en 500 exemplaires, eh ben, tu peux aller les brûler pour recevoir un jeton qui est une propre monnaie qui va te permettre d'acheter d'autres œuvres. » Il y a quelqu'un qui a brûlé un Banksy comme ça pour en faire un NFT. Ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça peut aussi, c'est critiquable, bien entendu, hein, mais il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui sont très conceptuelles, qui sont tout à fait faites pour le marché de l'art, qui aime bien aussi ses coûts. Ben, c'est des coûts et c'est aussi une réflexion. En fait, mais c'est une réflexion. C'est une vraie réflexion sur la gestion de la valeur. En fait, c'est ça, moi, ce que j'adore, hein, je reviens sur Pak, mais Pak, c'est ça tout le temps, c'est qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que la rareté, qu'est-ce que l'art tous ensemble. Et donc, il joue avec ses codes à chaque fois. Ça veut dire qu'il va faire des collections. C'est lui qui a introduit ces haches. Donc, c'est une crypto-monnaie qu'il a créée en disant si vous brûlez certaines de mes œuvres, d'ailleurs, vous pouvez brûler n'importe quelle idée, vous les emmenez vers un grand incinérateur qui est un site internet, l'œuvre n'existe plus, vous ne l'avez plus. En échange, je vous donne une monnaie qui s'appelle le hash, qui va fluctuer et peut-être qu'elle vous servira à acheter des choses avec ou pas. Mais c'est aussi une manière de gérer son marché secondaire. Parce qu'en détruisant certaines de ses œuvres, il diminue, on va dire, le stock d'œuvres de Pak qui existe, et donc ça augmente mécaniquement la valeur des œuvres qui restent. Et donc il y a une réflexion sur comment aussi on remercie nos collectionneurs, parce qu'il y a toujours ce côté quand même de cette réflexion un peu économique qui rentre en scène. Donc je pense que vraiment le côté un peu entrepreneur de ces artistes, qui a commencé à émerger dans l'art contemporain, enfin, concrètement Jeff Koons, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Mais qui vient du milieu de la finance. C'est un businessman. Et il y en a beaucoup. Hein, mais donc, il y a ce côté, le fait qu'en plus, ce soit des personnes qui venaient souvent du graphisme, qui ont souvent peut-être bossé en tant que peut-être freelance ou avec des agences ou en partenariat ou dans le monde de l'entreprise, fait qu'on a des artistes qui sont un petit peu, qui vont aussi créer des plateformes, créer eux-mêmes de la technologie. Enfin, oui, il y en a qui viennent de Behance, qui est plutôt une communauté de graphistes. Voilà, il y en a qui viennent de Behance. En effet, tu disais, donc Xcopy vient de Jiffy. Donc, John Nurlander
il faisait énormément de pubs dans pas mal d'agences avant de créer ces personnages complètement bizarres avec ces têtes qui explosent, des boules qui sortent, de la déformation de visage complètement loufoque et assez drôle. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose finalement de très très pop, puisque tu parlais de Warhol, de la sérigraphie. Il y a quelque chose de très très pop justement, puisqu'on est aussi entre art et publicité, hein, pour prendre des grandes catégories. Alors on pourrait t'entendre, John, et je te remercie encore pendant des heures, sachant que ce matin tu étais déjà, comme tu le mentionnais, sur NFT Morning. Ouais. Voilà, sur Clubhouse. On est obligé de mettre une fin, mais on peut poursuivre sur Clubhouse, on peut poursuivre au wagon ou ailleurs, et avec tes futures publications. Maintenant, on a une question en mode un peu hardisson, secrète et bienveillante, où tu peux regarder la caméra et t'adresser à notre public, qui est très très large, hein, où il y a des gens qui vont découvrir tout ça, d'autres qui connaissent déjà tout ça, d'autres qui seront certainement très critiques ou très emballés. Si tu avais aujourd'hui, hein, ce matin, un conseil à donner à des jeunes artistes, à des jeunes entrepreneurs, artistes, hommes et femmes, des gens qui s'y intéressent au travers de la crypto ou au travers de l'art, si tu avais un conseil ce matin à donner, quel serait-il? Alors, je leur dirais d'acheter mon livre. Non, alors, je rigole, mais c'est vrai que mon objectif, c'était de vulgariser justement pour que le plus grand nombre puisse se l'approprier, parce que, en fait, il y a une sorte de barrière technique au départ qui fait que beaucoup de personnes, mais moi le premier, hein, avant de me mettre là-dedans, je travaillais dans un monde tech déjà, avant de télécharger mon wallet et de le faire, j'ai mis 2-3 ans. Je me suis dit, oui, bon, je vais m'y mettre, mais ça me gonfle un peu. En fait, il faut y aller, il faut être curieux, il faut se forcer. On ne peut pas se permettre aujourd'hui déjà d'avoir, ne serait-ce que d'avoir 40 ans comme moi et de ne pas y aller. Pour les plus jeunes générations, j'en parle même pas, c'est une obligation, c'est pas possible. Il faut y aller, il faut se forcer des fois. Je ne dis pas que vous allez rester là-dedans, je ne dis pas que vous allez faire une carrière dans le numérique, je ne dis pas que vous allez forcément être connecté du soir au matin, mais vous ne pouvez pas passer à côté de ça. J'utilise moi l'image du terrier du lapin blanc. Je dis qu'en plus, une fois qu'on commence à creuser, on découvre un univers onirique dont on n'a pas trop envie de sortir. Je ne dis pas forcément que vous allez avoir ce flash comme moi je l'ai eu ou comme d'autres l'ont eu, mais en tout cas, il faut un petit peu regarder ce qui se passe en dessous, avoir cette curiosité naturelle pour pouvoir éventuellement, après être rentré là-dedans, se dire « j'aime bien, mais je suis en retrait » ou bien « j'adore ». Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous contenter de dire « c'est pas pour moi » sans connaître. Et tu reviens d'ailleurs avec le lapin blanc, The White Rabbit, au monde cyberpunk et on a fait une boucle. Et un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Dominique.